chose comme 2 300 000 euros. On a notoirement diminué ces montants. Néanmoins, il reste un certain nombre de points sur lesquels M. Jarret est en discussion avec nous pour voir comment reprendre ces éléments. Et sur les ordures ménagères, il y aura sans doute quelque chose. Il y a eu encore une discussion ce matin avec M. Jarret. C'est des montants qui n'est pas certain de passer. C'est une décision modificative de prudence, on va dire, parce que sinon on serait obligé, si on constatait des différences d'ici la clôture des budgets, on serait obligé de reconvoquer un conseil en urgence pour ça. Donc on a convenu avec M. Jarret qu'il fallait mieux prévoir ces montants au chapitre 41 sur 3 budgets, ce qui peut correspondre à des intégrations d'actifs, mais on est en train de mettre d'équerre les comptes de la commune avec les comptes dont dispose M. Jarret, parce qu'il faut savoir qu'il remplace un précédent trésorier, et donc on n'a pas forcément une historique très fiable de leur côté, donc il reste à clarifier quelques points. C'est pour cette raison que tous les chapitres 041 qui vous sont présentés là voient une augmentation, mais c'est une pure opération d'ordre, c'est juste une intégration d'actifs qui n'aura aucune conséquence sur le budget réel de la commune. C'est une dépense égale une recette, c'est ce que... Ça correspond à un amortissement supplémentaire? Ça correspond à quoi la nature de l'opération que souhaite le trésorier est laquelle? En fait, on est en train de remonter sur certaines subventions. On a constaté qu'il est nécessaire de les intégrer à l'actif pour pouvoir commencer à les amortir. Et donc, des opérations patrimoniales également, ou des dons à la commune. Et normalement, ce chapitre-là permet d'intégrer dans l'actif pour ensuite commencer à amortir. Donc, ce ne sera pas les amortissements qui commenceraient cette année, mais l'année prochaine, Mais logiquement, on est en train de vérifier les anciens comptes, mais c'est pour ça que ça peut prendre un petit peu de temps et que je ne peux pas vous répondre clairement sur les montants et vous certifier qu'ils seront dépensés, enfin, que l'opération aura bien lieu. C'est en fonction de ce qu'on va recouper entre nous. Par exemple, une subvention DETR l'année dernière a été passée sur ce chapitre pour l'intégrer, pour commencer à l'amortir cette année. Parce que le montant de 25 000 euros n'est pas très important lui-même pour le budget ordures ménagères. Il ne faudrait pas qu'une décision comme celle-là, ou le passage sous les fourches codines du trésorier, oblige la commune pour les années futures à faire quelque chose qu'elle ne voudrait pas, c'est tout. Mais le montant de cette décision en tant que telle ne pose pas de difficulté. Il y a quelques années, il y a eu 400 000 euros de passé il y a 4 ans. Je sais, il y a eu... quand il y a un changement de trésorier, en général, il y a un changement de doctrine. Oui, et il y a une façon de travailler qui n'est pas forcément... Ouais. Alors, je ne connais pas leur mode toujours de fonctionnement, mais il y a des façons de travailler qui doivent se mettre en... C'est lié à ça aussi. C'est lié au fait qu'avec l'informatique, nous oblige à plus de rigueur sur certaines opérations. Très bien, si vous n'avez pas d'autres commentaires, je propose de passer au vote. Qui approuve cette décision modificative donc sur les investissements du budget des ordures ménagères et des déchets? Donc cette décision est approuvée à l'unanimité. Nous avons ensuite une décision modificative sur le budget eau et assainissement. Alors là, c'est en fonctionnement. C'est une vraie dépense. Le problème vient du fait qu'en 2019, il y a eu une double émission d'un titre de recette vis-à-vis de Veolia, un titre émis en mars et l'autre en octobre, à la demande du trésor, de la trésorerie, qui n'avait pas vu que les deux titres étaient les mêmes. Et donc, bien évidemment, Veolia s'est défendu lorsqu'il a reçu la deuxième demande. Ça a pris du temps et aujourd'hui, ça a été reconnu. Et donc, la trésorerie nous demande de rectifier
ce problème qui date donc en fait d'octobre 2019. Pour un montant de rien que sur le titre, c'est 48 000. OK, et comme il y a des petites choses à côté, on remonte de 2000 plus 48 000, on serait à 50 000. On propose une décision modificative à 60 000 parce qu'il y a encore des petites choses. Et donc, en dépenses, on enlève les dépenses imprévues, on les annule, vu qu'on a annulé les titres sur exercice antérieur. Et en recettes, on remet 52 000 pour équilibrer le budget. On n'aura pas de problème au niveau des recettes, compte tenu du fait qu'on va être assez largement excédentaire sur le budget de fonctionnement eau et assainissement, grâce à l'encaissement des PFAC qui est supérieur à ce que nous avions budgété. Ça, c'est pour la partie fonctionnement. Et pour la partie investissement, on est exactement dans le même schéma que ce qu'expliquait Christophe Canu concernant les ordures ménagères. C'est une demande modificative de précaution, compte tenu du fait que M. Jarret a, sur l'eau et l'assainissement, aussi identifié des points sur lesquels il va peut-être nous demander des ajustements. Donc on a proposé de mettre, là encore, un montant qui pourra couvrir ces demandes éventuelles de la trésorerie de Paimpol. Avez-vous des questions? Vous avez dit qu'on n'aurait pas de problème sur les recettes parce qu'il y avait la PFAC par ailleurs. Ça va augmenter les recettes. Ça va augmenter les recettes de l'année. C'est les dépenses qui vont augmenter. On va passer d'un exercice sur l'autre et au global, on n'aura pas de problème. Mais là, les recettes, elles augmentent, elles diminuent pas. Oui. Ok, donc c'est un changement d'exercice. Oui. Et à l'inverse, le trésorier devrait nous faire la remarque sur le paiement des sommes que l'on doit à la communauté d'agglomération pour le paiement de l'eau. Oui. On a déjà eu ce débat au moment du budget. On vous a reproché de ne pas avoir pris en compte la charge. Je m'en rappelle très bien. Et je pense que vu ce qui s'est passé là et découvrir fin 2020 des problèmes sur justement des titres de recettes 2019, je pense qu'il faut qu'on remette tout absolument d'équerre et qu'on s'accorde avec la trésorerie sur les dates auxquelles on reconnaît ces dépenses. On est également tributaire du moment où l'agglomération facture le centre. Oui. Mais aujourd'hui, l'agglomération n'a pas facturé, par exemple. On est presque à la fin décembre, elle n'a pas facturé. Mais on peut la prendre en compte néanmoins dans En provision. En provision. De paiement. Dominique, ici présent, a utilisé une expression. Oui, la cavalerie. Sujet, cavalerie. Oui. Ah non, mais je connais très bien. Donc, voilà. Vous l'avez cité, c'est un peu ça. Oui. Mais je pense qu'on va peut-être effectivement rectifier, mais il faut qu'on obtienne aussi l'accord de la trésorerie. Je suis entièrement d'accord pour ne pas faire de cavalerie. Ça, c'est dans le budget. Le budget, c'est pas la trésorerie, c'est vous qui l'avez proposé. Oui. OK. Voilà, je pense qu'on peut passer au vote. Vous voulez qu'on le fasse en deux fois aussi? Non, on va voter. En une fois? Très bien, donc qui approuve les décisions modificatives sur le budget eau et assainissement? Très bien, cette décision est approuvée à l'unanimité, merci. Et donc sur le budget de la commune, on a sur l'investissement, c'est le même sujet, avec un montant un peu plus important. Et encore une fois, ce sont des opérations d'ordre qui nous sont demandées par M. Jarret. On a mis 60 000. Si on regarde les demandes qu'il a faites à ce jour,
On a 91 000, donc en dépenses, on pourrait atteindre déjà 86, et on pense qu'il ne nous a peut-être pas fait part de tous les demandes qu'il pourrait nous faire. Donc on a pris un peu de marge par rapport à ça, mais pas beaucoup. Et là aussi, c'est de l'activation de subventions d'investissement, des choses comme ça? Oui, c'est la même logique, mais Ouais, donc, probablement on aura... donc il n'a pas la même logique que son prédécesseur, là, très clairement. Peut-être. Il y a des nouvelles, effectivement, il y a des opérations qui... L'opération suivante n'est habituellement pas pratiquée, mais ils nous ont demandé, au chapitre 68, la dotation de provision. Ils nous ont dit que c'était désormais obligatoire. C'est pour ça qu'on a fait une décision modificative. Ce qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est que les règles de la comptabilité évoluent aussi au fil des ans. La deuxième décision modificative en fonctionnement est quand même très, très surprenante. On reprend sur une provision d'un côté pour doter en provision de l'autre. C'est quand même surprenant. Ma question va au-delà de ça. J'espère qu'il ne se fait pas plaisir et qu'il ne nous fait pas prendre un risque pour le futur. Le montant 350 €, on en a... A priori, c'est des montants qu'il estime qu'on ne recouvrera pas. C'est une obligation de prévoir une provision au risque pour une partie des montants. De mémoire, c'est 7,5. Oui, c'est là où je pourrais faire la même remarque que j'ai faite juste avant sur l'eau. D'un côté, on s'attache à 350 € et de l'autre côté. Bref. Ouais. C'est une demande de la trésorerie. Oui, je demande de la trésorerie. Très bien. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on passe au vote. Et donc, qui approuve cette décision modificative numéro 1 sur le budget de la commune? Merci. Donc, cette décision est adoptée à l'unanimité. Le point suivant, c'est donc sur les cimetières. Donc, nous avons fait face au moment du 11 novembre, je pense, aux mêmes commentaires que les années précédentes, et certaines personnes sont venues nous voir en nous disant que les cimetières n'étaient pas du tout entretenus. Ces gens, alors que justement on avait demandé aux services techniques de faire particulièrement attention cette année, la plupart des personnes qui nous font ces commentaires ne savent pas que la commune ne peut qu'entretenir les allées, mais en aucun cas toucher aux tombes ou sépultures existantes. Et il est vrai que parce qu'un certain nombre de tombes ne sont pas entretenues, il y a certaines zones du cimetière qui font un petit peu abandonner. Donc on commence à lancer une opération pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Il y a deux ou trois axes sur lesquels on travaille. Il faut recenser les concessions et voir quel est leur statut. Est-ce que les gens sont à jour? Est-ce que les concessions sont échues? Et faire en sorte, parce que nous utilisons un nouveau logiciel, que nous ayons tout bien positionné dans ce nouveau logiciel. On a donc commencé à envoyer des courriers à un certain nombre de personnes sur ce problème des concessions. Et d'autre part, la deuxième partie de la remise à jour du cimetière, c'est voir ce que l'on fait pour les tombes qui apparaissent abandonnées. Donc, la procédure de reprise pour les tombes abandonnées est une procédure longue qui va s'étaler sur 3 ans, qui doit être menée d'une manière extrêmement rigoureuse. Et donc, on va bientôt la commencer. Parce que ce que nous voulons savoir, c'est combien d'emplacements disponibles on a, combien d'emplacements disponibles on pourrait récupérer, soit au travers de concessions qui ne seront pas renouvelées, soit au travers de cette procédure d'abandon, de manière à s'assurer
que nous pourrons satisfaire toujours à toutes les demandes éventuelles de concession. Ce que je peux vous dire, la dernière procédure de reprise qui avait été menée à son terme date de 2007. Il y avait un certain nombre de tombes qui, à cette occasion, avaient été reprises, mais beaucoup étaient dans le cimetière de l'église. Et dans ce cimetière, les tombes étaient tellement rapprochées que le fait de reprendre certaines tombes ne permet pas d'attribuer l'emplacement à quelqu'un. Donc on est toujours dans la même situation. On a refait encore un tour de cimetière récemment avec M. Vigour qui s'occupe depuis une vingtaine d'années des cimetières de Bréa. Et on a constaté la même chose. Donc on va faire du nettoyage dans le cimetière de l'église en nettoyant un certain nombre de tombes, mais ça ne veut pas dire que ça nous donne des emplacements supplémentaires pour le futur. La situation est assez notoirement différente dans les cimetières marins, où là nous avons actuellement 25 emplacements disponibles à ce jour. On est en train de regarder, et on pourra le confirmer que dans quelques semaines, sur combien de concessions on va éventuellement avoir à prendre des actions. Et également, on est en train de regarder sur combien de sépultures on va démarrer une procédure de reprise. On est dans la phase d'analyse et on regarde justement avec les professionnels sur quels emplacements on peut envisager de travailler. Ce qu'on veut, c'est absolument être capable de répondre à toutes les demandes éventuelles de concession qui nous seraient faites. Je dirais quelles que soient les circonstances. Il faut savoir qu'actuellement, il y a environ, sur 5 ans en moyenne, 6 personnes par an qui sont inhumées à Bréa. Mais la plupart de ces personnes, en fait, sont inhumées dans des caveaux familiaux. Et donc, ne nécessitent pas un nouvel emplacement. Depuis 2007, date de du dernier exercice de remise à niveau, 12 en 13 ans, donc 12 nouvelles concessions ont été attribuées suite à des demandes de Bréatin. Donc, quand on aura tous ces éléments, on pourra mieux appréhender notre situation vis-à-vis des cimetières. Et d'autre part, on fera cet exercice de reprise de tombes pour ne plus avoir des zones de cimetières qui paraissent abandonnées et avoir un cimetière propre et qui satisfasse tous les gens qui ont l'occasion de venir s'y recueillir. Vous avez peut-être des questions ? Nous n'avions qu'une seule question, et c'est sur la compréhension de la dernière ligne du document qui, lui, nous a été envoyé. On avait un document sur le site. Il est proposé d'autoriser la réattribution des concessions reprises et non renouvelées. Sauf erreur de notre part, elles ne peuvent être reprises que si elles n'ont pas été renouvelées. Par ailleurs, si elles ont été reprises, elles intègrent donc l'ensemble des concessions disponibles qui peuvent donc être attribuées. Donc je ne comprends pas cette phrase, nous ne comprenons pas cette phrase. C'est pas « et », c'est « ou ». Pour moi, il y a deux possibilités pour récupérer un emplacement. C'est soit les concessions sont échues, on essaye de demander aux gens si les gens souhaitent renouveler leur concession. Dans certains cas, on a des difficultés parce qu'on n'a plus les adresses, donc on est en train de faire des recherches d'adresses. C'est où ? C'est où ? Alors, c'est où ? Ouais, ok. Là, on comprend. Là. Et la deuxième chose, c'est... Non, mais ok. Où ? Ok. Mais d'une manière générale, vous avez aujourd'hui la possibilité de réattribuer des dons qui ne sont pas non renouvelés. Oui. Et que ce n'est pas une nouveauté, je dirais.
Donc, ce que je vous demande, c'est votre accord pour lancer d'une manière formelle ces deux procédures qui sont complexes, qui vont être longues, hein, vu que la procédure de reprise, c'est une procédure qui s'étale sur 3 ans. Mais je pense qu'il faut l'amener à son terme, comme ça avait été fait en 2007, de manière à se remettre à niveau au niveau du cimetière. Donc, qui est pour cette... Très bien. Si cette délibération est adoptée à l'unanimité. Le point numéro 9, alors c'est juste un détail. Il y avait une délibération qui avait été prise en 2018 concernant un échange de terrain où la commune donnait une petite bande d'espace public à quelqu'un en contrepartie, en échange d'une parcelle qui était la parcelle 353, pardon, parcelle sur laquelle il y avait des litiges dus à un problème de dépôt de matériaux pendant des travaux d'assainissement. Donc récemment, on a fait un bornage. Dans le principe, la délibération de 2018 est confirmée, c'est-à-dire qu'il y a bien échange d'un petit morceau d'espace public contre une parcelle, mais en faisant le bornage, on a découvert en fait que la parcelle 353, que vous pouvez voir sur le plan qui a été joint, présentait des limites en Z et que en fait une clôture joignant les deux bornes qui sont représentées, clôture droite, a été mise en place. Ce qui va nous obliger à faire une opération supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va échanger les terrains et ensuite on est obligé de faire une opération supplémentaire avec le propriétaire de la parcelle 246 pour remettre le cadastre en accord avec les limites telles qu'elles ont été définies aujourd'hui par des clôtures. Donc voilà. Mais dans le principe, ce qui avait été décidé en 2018 ne change pas, mais on vous informe de ça parce qu'il y aura une procédure supplémentaire qu'on va essayer de traiter par un acte administratif de la commune sans être obligé d'aller faire ça avec un notaire, compte tenu de la nature de l'échange des deux petits triangles, du petit triangle et du trapèze. Et ceci afin d'éviter que la commune n'ait à démonter une clôture pour en remonter une, parce que dans la délibération de 2018, c'était la commune qui avait à sa charge de mettre en place la clôture, charge qui finalement a été réalisée par quelqu'un d'autre. Donc si vous êtes d'accord avec le fait qu'on va garder une séparation rectiligne entre les deux bornes, nous allons continuer de finir cette procédure sur cette base-là. Donc, qui est pour? Parfait, merci beaucoup. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, j'arrive au point numéro 10. Les informations du maire. Donc, la première chose, c'est le point Covid. À ce jour, aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vous dire qu'il n'y a aucun cas de Covid recensé sur l'île. Et que le nombre de tests qui sont demandés par les gens de Bréa auprès du docteur Trimaille diminue régulièrement. Et jusqu'à présent, tous les tests sont négatifs. Maintenant, dans le cadre de la cellule Covid qui se réunit tous les samedis, il y a une petite inquiétude sur ce qui va se passer pendant les fêtes de fin d'année, compte tenu du fait qu'on pense qu'un nombre assez important de personnes vont venir sur l'île. Ce qu'on est en train de travailler et d'essayer de mettre en place, ça serait de donner à ces personnes qui vont arriver sur l'île sans avoir pu se faire tester avant. Bien sûr, pour ceux qui lisent les comptes rendus des cellules Covid, tous les samedis, on dit aux gens, essayez de vous faire tester avant de venir sur Bréa, pour être sûr que vous n'allez pas ramener
la Covid-19 sur l'île. Mais pour ceux qui viendraient pendant la période des fêtes sans pouvoir se tester avant, l'idée, c'est de leur offrir la possibilité de se tester d'une manière très simple. Donc, on travaille sur le sujet avec le docteur Trimaille et avec les pompiers, et on espère mettre ça en place à partir du 22 ou 23 décembre. Donc, on vous tiendra au courant de ça au travers des différents systèmes d'information, mais c'est ça l'idée, c'est permettre au maximum de gens de se tester. Des questions sur ce sujet? Non? Très bien. Le deuxième point, c'est une petite présentation sur le PAT, on appelle le PAT, le Plan Alimentaire Territorial, qui est un outil qui est de plus en plus utilisé et sur lequel on se pose un certain nombre de questions. Donc, je vais demander à Marion de nous faire une rapide présentation de ce qu'est un PAT. Et l'idée, c'est simplement de donner une information aujourd'hui et de continuer à travailler avant éventuellement de revenir devant le Conseil pour prendre des décisions concernant la mise en œuvre d'un PAT qui se conjugue avec des demandes de subventions pour mettre en place ces outils. Mais on n'en est pas encore là. On commence à y travailler et il faut, je pense actuellement, que tout le monde comprenne bien ce qu'est un PAT. Donc Marion, si tu peux nous expliquer. Alors, ce que c'est un PAT, projet alimentaire territorial, c'est un projet collectif déjà. Il vise à rapprocher tous les acteurs du système alimentaire local, donc tous les producteurs, les distributeurs, les consommateurs, la société civile, donc les associations par exemple, et les collectivités territoriales. Et il vise à regrouper toutes ces personnes dans le but de développer une agriculture durable ainsi qu'une alimentation de qualité sur un territoire. Alors, les PAT répondent aux enjeux territoriaux de l'alimentation, aux enjeux de résilience alimentaire et de santé. Ils ont 3 dimensions, donc économique, environnementale et sociale. Donc la dimension économique, par exemple, rapprocher l'offre et la demande, maintenir la valeur ajoutée sur le territoire, contribuer à l'installation d'agriculteurs, préserver des espaces agricoles. La dimension environnementale, ça peut être la préservation de la biodiversité et des paysages, la diminution des transports, la saisonnalité des produits. Enlève ton masque. Ah. Et la dimension sociale, donc par exemple l'éducation à l'alimentation, la création de liens, l'accessibilité sociale, la valorisation du patrimoine. Alors le cadre proposé par un PAT semble pertinent pour prendre en compte de nombreux enjeux qu'on soulève déjà avec la Commission Agriculture et Environnement et auparavant qui ont déjà été relevés par le comité agricole. Et ce cadre permet de donner une cohérence à différentes actions en cours de réflexion et qui permettra de donner plus d'ampleur ou de regrouper des actions déjà démarrées auparavant, comme par exemple l'Ecomoda. C'est un cadre qui est reconnu par les institutions, qui permet l'obtention de financement beaucoup plus facilement que pour des actions ponctuelles. Et par ailleurs, l'approche globale du PAT peut aider à obtenir des soutiens pour certains projets. Plusieurs îles sont déjà engagées dans des PAT, donc on est en contact avec IE, avec Belle-Île, et puis d'autres îles en ont aussi démarré pour répondre à des problématiques assez semblables aux nôtres, comme les friches, les difficultés d'installation agricole. La commission donc environnement et agriculture travaille actuellement en vue de candidater à un appel à projet pour demander des financements, notamment pour de l'animation, et par ailleurs pour demander la reconnaissance par le ministère de l'Agriculture.
Le réseau agricole des îles Atlantiques peut aussi être un très bon soutien pour nous aider à faire toutes ces démarches, parce qu'ils accompagnent aussi les autres îles. Et donc, la commission reviendra demander l'avis du conseil quand il s'agira d'engager la commune pour prendre des délibérations si nécessaire. Merci. Des questions? Non? Très bien. Merci Marion. Le point suivant, c'est donc l'annulation du recensement 2021. Il a été avisé que en conséquence de la crise de la Covid-19, l'INSEE avait décidé de ne pas, que le gouvernement et l'INSEE avaient décidé de ne pas entreprendre comme c'était prévu en janvier 2021 le recensement de la population. On recevra donc, il est reporté d'1 an, a priori, à janvier 2022. Et pour les dotations et un certain nombre de calculs où la population a son importance, l'INSEE va s'appuyer sur des calculs pour nous dire quels seraient les nombres de personnes à prendre en compte dans les différentes catégories. On avait déjà quasiment recruté les agents recenseurs, donc on est obligé d'arrêter tout ça et on reprendra, j'espère, en début 2022. Le point suivant, c'est juste pour information, on a équipé un certain nombre de postes de relevage disséminés sur l'île de détecteurs de surverse et on a obtenu de la part de l'agence de l'eau Loire-Bretagne une subvention pour l'installation de ces détecteurs de surverse. Donc c'est toujours une bonne nouvelle lorsqu'on peut avoir des subventions, même si elles sont relativement petites. Le point suivant, c'est le trophée Marianne. Alors, le trophée Marianne, en fait, nous avons reçu un courrier comme quoi la commune de Bréhat allait recevoir la Marianne du civisme suite aux élections municipales de cette année. Ça sera une plaque à apposer en mairie et cette Marianne du civisme reconnaît le fait que la commune est la première au niveau départemental en ce qui concerne le taux de participation aux élections municipales dans la catégorie des communes de 501 à 1000 inscrits. Et donc donc on nous a demandé quand une petite cérémonie pourrait être organisée pour nous remettre ce Marianne du civisme. Et on a répondu qu'on attendrait d'être clair de la Covid-19 pour organiser une petite remise en mairie. C'est quelque chose qui est organisé par l'association des anciens maires et adjoints des Côtes-d'Armor. Voilà. C'est toujours bien d'être reconnu comme ça. Le point suivant, c'est la réparation de l'éboulement du Birlot. Donc, je pense que vous avez tous pu voir qu'on avait subi, suite aux pluies importantes du début octobre, en particulier le 5 octobre, il y a eu un éboulement au niveau de l'accès au moulin du Birlot, relativement proche d'une petite construction. Et donc, la réparation de cet éboulement a été considérée comme présentant un caractère d'urgence parce que si l'éboulement continuait à se développer, la petite maison qui est juste à côté était en risque. Le problème, c'est qu'après avoir contacté des entreprises, le seul moyen d'intervention pour faire la réparation, c'est de rentrer par le bassin marais. Et donc, ça nécessite des coefficients de marée suffisamment importants. Et on a regardé les coefficients de marée acceptables pour permettre à des pontons de rentrer dans le bassin à marée. C'est soit à partir de ce lundi, 14 décembre,
soit la marée suivante sera au mois de mars. Et on a considéré qu'il était risqué d'attendre jusqu'au mois de mars pour faire cette intervention parce qu'entre-temps, si on a un hiver pluvieux, il y avait le risque que l'effondrement continue à se développer. On a donc fait une procédure d'urgence vis-à-vis de la DDTM et de la commission des sites qui a accepté ce caractère d'urgence et donc les travaux doivent commencer lundi pour faire une réparation depuis l'intérieur du bassin à marée. Intervention qui devrait durer une semaine et qui devrait nous permettre d'annuler ce risque actuel qu'il y a vis-à-vis d'un petit bâtiment. Voilà, le point suivant, c'est la convention du Rosedo. Donc c'est juste pour vous dire que maintenant, nous avons une nouvelle convention qui a été signée avec Phare et Balises et avec la gendarmerie pour 3 années, qui va nous permettre donc d'accueillir des patrouilles de gendarmes pendant la saison estivale, jour et nuit sur l'île. Donc nous allons, pendant l'hiver, entreprendre des petits travaux de rafraîchissement, je dirais. Il y en a environ pour 1 000 € de peinture, de manière à accueillir à partir du mois d'avril-mai l'année prochaine les gendarmes pour faire des patrouilles de nuit. Et donc on est clair là-dessus, on n'aura plus de problématiques vis-à-vis des patrouilles de nuit. Voilà, le point suivant, c'est la cérémonie des vœux et la distribution des paniers de Noël. Donc je vais passer la parole à Gabrielle. Oui. Il en est. Au vu des conditions sanitaires de cette année particulière, la cérémonie des vœux du maire va être annulée et on ne peut même pas assurer reporter, c'est trop tôt pour dire comment la situation va évoluer. Et on réfléchit à une cérémonie en distanciel, c'est un peu particulier, donc la réflexion est engagée. Nous sommes sincèrement désolés et vraiment déçus de ne pas avoir pu organiser le repas traditionnel des anciens au restaurant, qui représente la convivialité, le partage, la joie d'être ensemble. Enfin, pour certaines personnes isolées, c'est vraiment un moment très important. On avait envie de le faire, enfin voilà. Et puis la situation, tout le monde est bien conscient que c'est pas du tout possible ni imaginable. Du coup, cette année, on a proposé le panier garni traditionnel à toutes les personnes de plus de 70 ans qui le souhaitaient. Celles qui l'avaient habituellement et celles qui allaient au restaurant pour compenser un peu. Donc, toutes les personnes de plus de 70 ans sur l'île ont été informées. La distribution des paniers va se faire à partir de la semaine du 21 décembre avec les élus, donc les élus qui souhaitent aussi participer à cette distribution ou à l'accueil en mairie pour donner les paniers. Vous pouvez venir en mairie, vous manifester. Bien évidemment, les respects des gestes barrières se feront dans les 2 cas. Quand on ira à domicile, on aura des gants, des masques et on respectera les distances. Le panier peut être posé et la personne le prend après, etc. Tout sera réfléchi. À la mairie pour l'accueil des personnes qui veulent échanger avec les élus ou qui veulent juste prendre leur panier, ce sera pareil, ce sera dans la salle du conseil avec une distanciation respectée. Donc ça va commencer à partir du 21 décembre sur des créneaux 2h le matin, 2h l'après-midi, le temps qu'il y aura besoin pour distribuer tous les paniers. On ne peut pas oublier les résidents de l'EHPAD qui ont été bien touchés cette année par des moments d'isolement, de rupture avec leur famille, des moments assez difficiles à vivre pour eux. Donc ils vont avoir les cadeaux traditionnels qui sont les chocolats, les biscuits. Les membres du personnel vont aider à la distribution, mais comme personne ne peut rentrer dans la structure, on va organiser une visioconférence avec monsieur le maire et les résidents avec un micro et les résidents pourront échanger avec le maire sur leurs souhaits, sur les informations, sur voilà, tout ce qu'ils veulent. Voilà comment la fin d'année va se dérouler. Merci. Des questions sur le sujet? Très bien. Donc le point suivant au niveau des informations, ce sont les dates des prochains conseils. Donc on est en train de finaliser les dates pour les conseils du premier semestre 2021
Les premières dates sont liées à l'approbation des comptes administratifs et approbation des budgets. Donc pour l'instant, on a le 29 janvier. Je vous ferai passer un mail avec les dates par écrit, mais les dates qui ont été mises en place pour l'instant, 29 janvier, 19 février, 26 mars, 10 mai et 14 juin. Donc, 3 conseils sur les 3 premiers mois, ça c'est dû aux approbations des comptes et des budgets. Et ensuite, on aura 2 conseils avant les vacances d'été. Voilà pour les informations du maire. S'il vous plaît, au sujet des dates de Oui. conseil, alors, s'agissant de celui-ci, comme vous le savez, il devait se tenir le 7, lundi dernier. La date avait été publiée des mois en avance, et sans prévenir, vous l'avez décalé à aujourd'hui, ce qui a nous a obligés à reporter ou annuler des engagements professionnels, personnels et médicaux, ainsi que pour nos proches. Donc, on espère que c'est un cas isolé. Alors écoutez, On regrette, je vous ai prévenu, je vous ai demandé si ça vous posait un problème particulier. Et on vous a répondu que ça nous en posait. Vous nous avez fait une proposition, c'est écrit, proposition, et vous avez employé le conditionnel en nous disant qu'on pourrait l'envisager le vendredi 11. Donc, on vous a répondu le 23 novembre en disant que ça ne convenait pas, et depuis, silence radio. Donc, on l'a découvert quand le conseil n'a pas été convoqué jeudi dernier pour lundi. Et puis, on a su lundi qui serait ce vendredi, puisqu'il a été convoqué à 16h30 lundi soir. Voilà, c'est ce qu'on a eu comme communication de votre part. Oui. Et je vous ai prévenu qu'on envisageait ce changement. Ce changement était dû justement à toutes les négociations qu'on avait, notamment avec Côte d'Armor Habitat, pour vous permettre de présenter quelque chose qui n'aurait plus de conditionnel. Et on avait besoin d'un peu plus de jours parce que entre le CUP qui avait lieu le 2 et la date du 7, il n'était pas possible d'obtenir de Côte d'Armor Habitat le fait que l'attribution des subventions débloquait le projet. Ça a pris un petit peu de temps. C'est la raison principale pour laquelle on a décollé ce conseil. Donc Ce qu'on vous demande juste, c'est de nous le dire. Les mots ont un sens. Quand on dit on pourrait l'envisager le vendredi 11 et de nous demander nos commentaires sur une proposition, on a commenté votre proposition et puis après, il n'y a eu aucun retour en disant désolé et expliquer ce que vous venez de dire. On est capable de lire et de comprendre ça. très bien. Voilà. C'est un constat qu'on fait, c'est pas autre chose. Très bien. Et les 3 dates que vous évoquez là, sauf erreur de ma part, sont 3 vendredis, donc en semaine, en journée, pour des gens qui travaillent. Il doit peu y avoir de communes en France de la taille de Bréa qui font des conseils municipaux en semaine aux heures de travail. Non, mais ça peut être en semaine à 20h, mais c'est pas tellement mieux. Souvent, sur le continent, c'est à 20h dans les petites communes. Mais c'est pas tellement mieux non plus pour vous, enfin pour qui. Mais le vendredi après-midi, on avait échangé la dernière fois et a priori c'était moins pire le vendredi après-midi. Non. Moins pire, c'est juste là le fait qu'on est arrivé à une date butoir le vendredi dernier, on n'était pas annoncé. Ouais, non, mais personnellement aussi, j'avais des engagements professionnels. Excuse-moi, c'était pas sur ça que je répondais. Mais le vendredi, pourquoi pas. Après, tant qu'on est prévenu, nous on préfère le week-end. Après, tant qu'on est prévenu en avance, on s'arrange. C'est comme ça, c'est pas grave. On va s'adapter. Très bien. Concernant les informations du maire, c'est terminé. Donc, on passe au point suivant, les questions diverses. Ouais. Donc, il n'y a pas de décision du maire cette fois-ci? Ou lors du précédent? Non. Non, normalement, ça se fait minimum une fois par trimestre. Il n'y a pas eu d'éléments particuliers qui font qu'il est nécessaire de vous aviser des décisions qui auraient été prises. Très bien.
Vous venez d'aborder le sujet du birlot. Je pense que le même problème va se poser prochainement au niveau de la corderie. Oui. On s'en Alors, occupe. Alors, ce que je peux vous dire là-dessus, la différence, on a abordé avec la DDTM les deux sujets, parce qu'il y a eu effectivement des éboulements de parements de murs au birlot, mais là où, à la corderie, là où la DDTM a accepté le caractère d'urgence du birlot, parce qu'il y a vraiment une lèvre de l'éboulement qui peut se propager, ils ont considéré comme moins urgent la réparation de la corderie. Et donc, comme on est en site classé, etc., on a commencé à remplir les dossiers Natura 2000 et les autres autorisations. Et pour l'instant, la DDTM nous a dit qu'au vu des dossiers qu'on avait déjà envoyés, elle pensait nous fournir une autorisation de travaux vers la mi-janvier. Donc, on sait qu'on a à intervenir à la corderie. Mais on n'a pas pu faire jouer le caractère d'urgence et je pense que la position de la DDTM était, je dirais, raisonnable. Il n'y a pas le même caractère d'urgence d'un côté et de l'autre. Donc on suit la DDTM là-dessus et on va réparer la corderie quelque part en janvier-février, quand on aura les dossiers complets. Mais c'est bien parti parce que les premiers éléments qu'on leur a soumis les ont satisfaits. D'accord, merci monsieur. Autre question, vous avez évoqué lors d'un précédent conseil l'aménagement au niveau de l'Arc Ouest. Les travaux sont en cours. Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à ce qu'ils veulent faire ou on est toujours... Malheureusement, aucune nouvelle. On a eu un conseil portuaire il y a une semaine. Oui, c'est ça, juste. Il y a très exactement une semaine, vendredi 4. Oui. Aucune information n'a été fournie sur l'aménagement de l'Arc Ouest. La seule chose qu'ils ont dit, c'est qu'ils étaient finalement satisfaits du test qui avait été fait l'été dernier, parce qu'ils considèrent que ça a mieux permis d'organiser les déplacements des personnes qui attendent pour les vedettes, mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire. À part, la seule chose qui a été annoncée, c'est donc la rénovation complète des toilettes publiques. Et on a demandé à ce que soient remis en place des places pour les personnes handicapées, soit qui habitent Bréa, soit qui viennent sur Bréa. Mais bon, on n'a pas de réponse. Donc dans leur projet de gare maritime, ça, ils vous ont pas reparlé en fait? Ils nous en ont pas reparlé. Non, pas du tout. Sur le Blue Base Info, ils estiment que c'est pas tout de suite. Ouais. Ah oui, non, c'est dans les Ouais. 3-4 années à venir. Ouais, c'était pas dans les sujets alors. Mais non, pas d'information, aucune information n'a été donnée au conseil portuaire. D'accord, très bien. Le conseil n'a pas été informé de la composition des commissions mixtes et municipales et différentes. Des nouvelles qui ont été? Il y a eu, les commissions sont quasiment constituées et on va démarrer les premières réunions quelque part début 2021. Donc il y aura, quand les dates des premières réunions seront connues, on avisera de la composition finale de ces commissions. D'accord, elles ne sont pas encore... Très bien, merci. Vous aviez indiqué que vous demanderiez à la préfecture de procéder ou de vous aider à la révision de la liste électorale. Oui. Est-ce que cette demande a été effectuée? Alors pour l'instant, on est en train de regarder. Alors pour répondre clairement à votre question, non, l'assistance de la préfecture n'a pas été demandée, mais la commission électorale s'est réunie en réunion de travail, pas en commission électorale, pour voir comment aborder le sujet. Et si la commission électorale maintenant considère qu'effectivement on a besoin du soutien de la préfecture pour faire l'exercice ou pas. Donc on n'est pas encore à avoir des réunions de commission électorale formelles. Vous serez avisés de ces réunions quand elles auront lieu. Mais il y a eu, je vous confirme, 2 réunions de travail. La commission électorale
se réunit de façon tout à fait légale, de façon habituelle, mais vous aviez indiqué que vous demanderiez l'assistance. Parce qu'il y avait, vous le disiez, il y avait des rectifications, et nous partageons des rectifications à faire sur la liste électorale, donc on souhaite avoir l'information, c'est tout. Oui, et, Charlotte fait partie de la commission et tu peux. Alors, l'idée c'était que les membres de la commission se réunissent pour justement définir quel devait être le processus détaillé à suivre pour permettre la révision de cette liste. Je ne sais pas où vous en êtes de vos réflexions. Là, on a demandé une nomination anticipée à la préfecture. Donc, on se réunit avec Nathalie Lamidon et Yvon Pellerin en groupe de travail. Et donc, la demande de nomination anticipée, elle avait été faite parce qu'il y avait des élections qui étaient prévues au mois de mars. Et donc, du coup, elles ont été reportées à certainement juin. Et là, on se réunit en petit groupe de travail et on fera des réunions publiques courant 2021. Ouais. Je parle de la révision de la liste électorale au titre de 2020. C'est-à-dire que la liste électorale va être close au 31 décembre comme chaque année. Et il avait été indiqué qu'il y aurait une demande précise à la préfecture en dehors du processus que vous évoquez, qui est un processus classique. À ce stade, le processus extraordinaire que vous aviez évoqué n'a pas été déclenché. Correct. J'aurais voulu savoir, enfin on aurait voulu savoir s'il y a eu des autorisations concernant l'entrée de véhicules sur notre île sans voiture. De véhicules. De véhicules. Alors, je vous réfère à l'arrêté de circulation qui a été pris quelque part au début de l'été, par lequel on ne peut pas, la commune ne peut pas interdire l'arrivée d'un véhicule. Par contre, l'arrêté stipule que la commune doit en être informée. Et on formule ma question, la commune a-t-elle été informée de l'arrivée de véhicules? La commune a été informée de l'arrivée de véhicules en remplacement de véhicules qui sont repartis, mais à ma connaissance, et je pourrais revérifier avec Éric Grison, parce que c'est lui qui traite ça, il n'y a pas eu de nouveaux véhicules, si c'est ça votre question. Mais il y a eu des remplacements de véhicules, il y a eu des remplacements de tracteurs, effectivement, mais il n'y en a pas, à ma connaissance, de nouveaux sur l'île. Pensez à deux véhicules de transport de personnes, notamment. On n'a pas entendu parler. Oui, alors, il y a un plan. Il y a un plan pour faire deux choses. La première, c'est qu'on a actuellement un problème. Dans le cadre de la délégation de services publics des transports terrestres sur l'île de Bréhat, le petit train ne peut prendre que 20 personnes et notamment le lundi matin, il y a 25 à 27 enfants à transporter du fait qu'un certain nombre de ces enfants partent pour la semaine en pension. Et donc, Alain Louaille nous a dit comment je fais, qu'est-ce que je peux faire pour ça. On lui a dit que la meilleure solution à notre avis consisterait pour lui à avoir, en plus du petit train, un véhicule électrique similaire à celui qu'a la mairie, parce que ça permettrait, d'augmenter à 27, qui est le nombre que l'on a actuellement, la capacité de transport pour les enfants, qui est une demande formelle dans le cadre de la DSP, mais ça permettrait aussi, parce que c'est très souvent le cas en hiver, de remplacer le petit train qui va sur la cale numéro 3, par exemple, à 18h, pour aller chercher 2 personnes, au lieu d'envoyer un tracteur de 70 chevaux relativement polluant sur les cales, il ferait ce transport avec un véhicule électrique. Il est en train donc d'acheter ce véhicule, mais nous n'avons pas encore reçu la demande formelle ou l'information formelle comme quoi il va traverser ce véhicule. Je pense qu'on l'aura
quelque part en début d'année 2021. Donc si, avec le développement de ce service, il aurait besoin de plusieurs véhicules, ça poserait aucun problème à la commune de voir circuler des voitures, fussent-elles électriques, sur notre territoire. On est obligé, dans le cadre de la DSP, il a l'obligation de transporter tous les enfants qui sont à transporter le matin. Et aujourd'hui, il est venu nous voir en nous disant « je ne peux plus le faire ». Non, mais ce n'est pas ça ma question. Ma question, c'est, vous avez répondu, donc il a besoin d'un véhicule supplémentaire. Oui. Et si au-delà si son commerce se développe et s'il y avait d'autres demandes et qu'il voyait une opportunité de servir ces personnes, s'il demandait, enfin plutôt s'il vous informait qu'il arrivait une deuxième voiture ou une troisième voiture, Ça serait plus en relation avec la DSP, ça n'aurait plus rien à voir. En fait. non, mais hors DSP, Ah oui, vous avez justement, hors DSP, on le ferait pas. permet l'arrivée de véhicules en informant la commune, puisqu'il n'y a plus besoin d'autorisation. On peut pas, on n'a pas le droit d'avoir une autorisation, c'est pas légal. Donc il faut qu'on soit informé, c'est tout. Donc, on peut imaginer que Bréa, dans les années à venir, ait dans son territoire un certain nombre de véhicules qui circulent. Uniquement Légères, des véhicules de transport de personnes. Clarifions bien, uniquement dans un cadre professionnel. Ok. Et ce qu'on a mis dans l'arrêté également, c'est que si on avait cette information qu'un nouveau véhicule, on se réservait le droit de discuter avec le professionnel pour vérifier si ça nous paraissait compatible. Donc si votre question c'est le fait d'autoriser une voiture électrique pour remplir les critères de la DSP, c'est la porte ouverte à d'autres véhicules. Pour moi, la réponse est non. J'ai bien l'intention de faire tout ce que je pourrais faire sur le plan légal pour ne pas avoir plus de véhicules que nécessaire. Mais Uber pourrait s'installer à Bréa. Ah, pourquoi pas. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les bloquer sur le plan légal. À chaque fois que la commune, jusqu'ici, a poursuivi des gens qui avaient amené des tracteurs d'une manière illégale, ils ont été boutés. Ils ont été déboutés. Pas toujours. Ah, pratiquement. Pas toujours. Et il y a aussi des volontés politiques qui s'affichent et qui font en sorte qu'il y a des situations qui ne se créent pas. Oui, mais je pense que notre volonté politique, là, elle n'est pas de faire que Alain, il va profiter pour que son commerce s'agrandisse. C'est pas ça. C'est que vraiment, par exemple, on peut témoigner, on a Axéo qui nous dit vos enfants, ils vont être pris d'un point A à un point B, ils vont être transportés. Et non, ils doivent courir sur la cale par temps de pluie parce qu'ils se rendent compte au dernier moment que le petit train est plein. Et voilà, donc c'est cette situation à laquelle on répond. Mais demain, un autre véhicule doit rentrer, bien évidemment, qu'il y aura une concertation. Et bien, enfin, vous pouvez bien imaginer que c'est pas du tout, vous connaissez notre politique, que c'est pas du tout dans notre politique d'aller mettre des véhicules sur l'île. C'est vraiment pas ce à quoi on a pensé. C'est bien de l'affirmer. Oui, enfin, je pense. Voilà, c'est fini. Autre question. Alors, vous nous aviez parlé d'un nouveau site internet. On était un peu surpris que c'était dans les informations du maire et non pas dans les décisions, puisque c'était, on imagine, une dépense, un budget. Enfin, on n'a aucun détail, donc on ne sait pas de ce que peut être le coût ou de ce nouveau prestataire. C'est un budget inférieur à 2 000 €. Donc le site est en cours de construction, si je puis dire. Il va bientôt être prêt. Et voilà, pour un coût modique d'un peu moins de 2 000 € et à peu près 2 000 € pardon, pour le créer. 2 000 € pour le créer et 700 € à peu près d'entretien annuel. Et le serveur est hébergé où? Et ben c'est hébergé chez OVH. Et c'est donc lui qui va gérer tous ces soucis, tous ces problèmes d'hébergement. Et qui respecte toute la RPGD, tout ça. La confidentialité, le traitement des données. Oui, tout est fait dans les normes. C'est une société qui est basée à Plouézec, là, donc voisine de Bréa. Et vous verrez quand il tournera, tout sera calé comme il le faut. C'est fait par un professionnel, c'est son métier.
Autre question? Très bien. Écoutez, je vous remercie pour ce conseil. Je pense que je vous souhaite des fêtes de fin d'année aussi bonnes que possible dans les circonstances actuelles. Bonne janvier. Merci beaucoup. La séance est close à 15h15. Ça, c'est... Oui, mais il y a un truc.